Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle et accompagnées par l'association Résonance. Son but est de vous informer et vous sensibiliser au monde de l'handicap visuel, que vous soyez directement concerné ou non. Sachez que si vous l'êtes, notre porte reste ouverte. Alors, nous vous invitons à nous contacter et ainsi à venir co-construire les prochaines émissions avec l'équipe. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org ou en contactant votre radio qui nous passera le message. Nous sommes en janvier et nous espérons vous retrouver plein de bonnes résolutions solidaires pour vous, pour nous et pour la planète. Et au menu du jour, nous vous proposons la suite de l'entretien que nous a accordé Thierry Bergère et dont vous pouvez retrouver la première partie dans l'émission précédente en nous rendant visite sur notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire. Thierry va nous parler de l'aide inestimable de sa femme, de ses études supérieures, de son entrée dans le monde du travail, j'en passe et des meilleurs. Et en fin d'émission, nous retrouverons une nouvelle chronique de la peau proposée par Valérie. On vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Avec mon épouse, donc à l'époque, elle habitait dans les Vosges. On est restés un an et demi séparés l'un de l'autre, l'année de ma terminale. Donc je montais dans son foyer de jeunes travailleuses à Épinal. Je révisais mon bac enfermé en clandestin dans son foyer de jeunes travailleuses. Au moment où je commençais l'université, donc l'université Lyon 2, la psychologie, on s'est mis en ménage et donc on a pris un appartement à côté de l'université Lyon 2. Et donc en même temps que je commençais ma carrière d'étudiant, j'attaquais aussi ma vie de couple, quoi. On s'est mariés 3 ans après notre rencontre en 1982, donc voilà, on vient de fêter nos 40 ans de mariage. Mon épouse a été extraordinaire pour ma vie d'étudiant. Donc j'ai fait des premières études entre 1980 et 1985, des études donc de psychologie. J'ai alourdi un peu la barque un peu plus en faisant parallèlement aussi un diplôme de gérontologie, puisque à l'époque je me disais que voilà, travailler avec des petits-enfants en étant aveugle, ce serait peut-être pas évident parce que je ne pourrais pas observer leurs jeux, leurs dessins, etc. Donc je me suis orienté dès le départ plutôt à une pratique auprès d'adultes. Et je m'étais pris à l'époque d'intérêt pour la gérontologie. Donc ça a été mes premières amours d'étudiant. Je ne suis pas utilisateur du braille. Mon doigt amputé n'a pas facilité. Je connais le braille, voilà, mais utiliser le braille comme outil de lecture, ça n'a pas été mon truc. Je suis un très très mauvais tactile. À l'époque, mes outils de travail, eh bien, c'était le magnétophone à bande. Et je rentrais à la maison, je réécoutais intégralement mes cours, et je faisais de mes cours des condensés oraux sur cassette qui me permettaient à la fin de l'année d'avoir moins de temps d'écoute à réécouter pour réviser mes cours au moment de passer les examens. Mais c'est sûr que pendant toute l'année, du coup, c'était un travail un peu fou où pour chaque heure d'enregistrement, j'avais à peu près 1h30 de réécoute et de prise de notes orales sur cassette, quoi. Après, c'était payant sur le plan mnésique puisque je réécoutais 2 fois le cours dans la foulée, quoi. C'était pas encore l'ère de l'informatique, 80-85, je rendais encore à l'époque mes mémoires, mes dissertations, mes fiches de lecture dactylographiées à la machine mécanique. Et mon épouse relisait toutes mes copies, me corrigeait les fautes avec de l'Efacil, elle se shootait à l'Efacil parce que j'avais tendance à faire pas mal de fautes d'orthographe. L'aide phénoménale de mon épouse qui relisait mes copies et qui a été jusqu'à m'enregistrer des livres. Une fois, par exemple, j'avais besoin d'un livre pour préparer un examen et elle m'a lu le livre à haute voix en l'enregistrant sur cassette, un livre de 400 pages, elle m'a lu ça en un week-end, quoi. Donc c'était 12-14 heures de lecture à haute voix par jour, quoi. Donc j'ai eu cette chance phénoménale d'être secondé, assisté par mon épouse qui avait été vraiment peut-être le principal facteur favorisant positif de mes études pour que je puisse arriver à quelque chose, quoi. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire en compagnie de Thierry. Retour à l'entretien. Au moment où j'ai eu mon diplôme de psychologue en 1985, ça a coïncidé précisément avec l'arrivée, pour moi en tout cas, de l'informatique.
J'avais eu un premier contact avec un ami qui était en rééducation avec moi, qui est devenu ingénieur en informatique, qui est toujours un ami très cher. Et il m'avait fait écouter une synthèse vocale. Ça l'avait enthousiasmé, mais moi, quand j'avais écouté cette synthèse vocale, enfin, c'était Jeanne Calment avec une passe à linge sur le nez, quoi. Je comprenais rien du tout, quoi. Et je me dis, si c'est ça l'informatique, je suis pas prêt de m'y mettre. 2 ans après, en 85, là, un autre ami m'a fait écouter une synthèse vocale, et là, c'était extraordinaire. Là, on comprenait parfaitement, c'était intelligible. Il y avait de la prosodie, c'est-à-dire la musique de la voix, l'intonation, en quelque sorte. Et là, j'ai dit, là, oui, franchement. Et tout de suite, j'ai perçu l'intérêt que présentait l'informatique pour les déficients visuels. Comme dans le même moment, j'en pouvais plus de 2 ans de lycée, de 5 ans de fac, etc., je m'étais accordé une année sabbatique. En réalité, j'en ai pris 2. Et j'ai mis à profit ces années sabbatiques, notamment pour m'initier à l'informatique, notamment dans une association qui s'appelle la FIDEV. Et là, j'ai appris mes premiers rudiments. J'ai touché pour la première fois de ma vie, à 26 ans, un ordinateur, quoi, qui, à l'époque, tournait sous le système MS-DOS, avec des disquettes 5 pouces 1 quart. Enfin, c'était la préhistoire de l'informatique, quoi. J'ai appris à utiliser un traitement de texte, acquérir comme ça l'autonomie dans l'écriture, pouvoir se relire, se corriger, chose que je ne pouvais pas faire avant. J'ai appris à programmer, donc ce qui a été aussi une passion et un passe-temps phénoménal. Donc ça a fait partie des choses que j'ai découvert comme passe-temps aussi, hein. Et donc j'ai acquis beaucoup plus d'autonomie que je n'avais pas pendant mes 5 premières années d'études. Et j'ai eu l'idée de joindre la psychologie et l'informatique, et je suis retourné à l'université pour faire un diplôme universitaire d'informatique appliqué aux sciences sociales et humaines. Donc diplôme que j'ai fait pendant 2 ans, quoi. Et là, j'ai été confronté à quelque chose de très difficile, c'est-à-dire que sorti avec tous ces diplômes, j'avais déjà été confronté à ce problème-là à la sortie de la fac, mais c'était comment rebondir sur le plan professionnel. Et là, ça a été très 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 difficile parce que malgré les lettres de motivation, les CV, etc., eh bien, il n'y avait jamais de réponse. Déjà, la psychologie, c'est un milieu déjà relativement fermé donc en tant que tel, mais en plus, en étant aveugle, quand je disais que j'étais aveugle, eh bien ça rebutait beaucoup d'employeurs potentiels et ça débouchait jamais sur rien et c'était un peu désespérant. Il y a une anecdote qui est très significative à l'époque. J'étais allé au train forum de l'emploi, un train qui passait dans les gares françaises et dans lequel on passait de wagon en wagon et on rencontrait des employeurs potentiels. Et là, je suis tombé sur une personne qui m'a dit « Mais c'est fabuleux ce que vous faites, c'est extraordinaire, etc. Écoutez, nous, on peut vous embaucher comme standardiste. » C'est-à-dire que j'avais beau présenter mes 5 ou 6 diplômes d'études supérieures, non, ce qui retenait l'attention de la personne, c'était mon handicap. Et en tant que personne aveugle, effectivement, je pouvais, chez eux, travailler comme standardiste et c'était merveilleux pour eux, quoi. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, en compagnie de Thierry. Retour à l'entretien. Et donc, à défaut de pouvoir déboucher sur un vrai métier, j'ai pris la décision de retourner à l'université pour cette fois-ci faire des études doctorales. D'abord un DEA, puis après une thèse de doctorat, avec l'idée que ça débouche sur un poste d'enseignant-chercheur à l'université. Avant de parler de l'université, elles ont été importantes pour moi, les années 80, donc ces premières années de couple, parce que j'ai découvert plein de passe-temps qui étaient accessibles aux déficients visuels, aux aveugles, alors que dans les premiers mois qui ont suivi mon accident, je m'ennuyais à la maison. J'avais, à part écouter la radio, écouter des disques, j'avais rien à faire, quoi. Et petit à petit, notamment au travers de mes études, j'ai découvert les bibliothèques sonores, donc j'ai découvert la lecture audio, sur cassette à l'époque, hein, c'était des bibliothèques qui envoyaient les livres sur cassette. J'ai découvert le radioamateurisme, et j'ai appris le morse, j'ai passé mon examen pour avoir ma licence de radioamateur. Avec mon épouse, on a fait beaucoup de voyages, donc chose que, quand j'ai perdu la vue, j'imaginais pas que, malgré la cécité, qu'on pourrait voyager comme ça. Alors certes, j'avais la chance de voyager en tenant mon épouse par l'épaule, donc en ayant cette complice avec moi, mais en même temps,
j'ai pris conscience que malgré le fait que je ne voyais pas, il y avait plein de plaisir à retirer dans le voyage. Les rencontres avec les gens, les odeurs des marchés tropicaux, la chaleur, la température de la mer dans laquelle je me baignais à 30 degrés, les petites plantes carnivores qui me prenaient le doigt, qu'on me faisait toucher, monter sur un éléphant, monter sur un dromadaire, enfin, plein de sensations, la cuisine des pays que on voyageait, etc. Finalement, je me suis aperçu que c'est pas parce qu'on était aveugle qu'on pouvait pas éprouver des tas et des tas de plaisirs, même si évidemment c'était très frustrant de ne pas voir les magnifiques paysages tropicaux ou autres des pays que je visitais, quoi. Alors, ce que Thierry ne vous dit pas, c'est que ce que vous écoutez là est un des nombreux enregistrements effectués par Thierry lors de ses voyages. Celui-ci se nomme Thaïlande, Bonze faisant l'école dans la jungle, août 1986. Vous écoutez l'Imaginoire en compagnie de Thierry Bergère. Retour à l'entretien. Et puis, moi qui rêvais d'être pilote d'avion, chose aussi qui a été fabuleuse pour moi, c'est que mon épouse a eu envie d'apprendre à piloter, et il y a eu une opportunité qui a fait qu'elle a commencé à apprendre à piloter. Et c'était merveilleux pour moi parce que je montais dans l'avion avec elle pendant les cours, et même si c'était très frustrant de ne pas réaliser mon rêve de ne pas piloter, je vivais ma passion indirectement au travers des cours de pilotage de mon épouse, quoi. Voilà, c'est fait. Alors ensuite, sécurité à bord dégagé. Voilà, tu regardes s'il n'y a personne devant et c'est le cas. Démarreur 15 secondes. Voilà, 15 secondes maximum. Dès que ça part, toi tu réduis à 1200. À 1200. Des voyages, mais aussi des moments de vie comme celui-ci, nommé Cours d'avion de Bernadette, extrait le 12 avril 86. Et puis une expérience assez remarquable parce que quand on est aveugle dans un avion, on est totalement en absence de repères visuels, on ne se rend pas compte des fois qu'on est penché à 60 degrés d'inclinaison. En fait, on a l'impression de monter, le corps est parfaitement équilibré dans un virage, donc les sensations sont totalement faussées et c'est une expérience assez remarquable que de monter dans un avion quand on est aveugle. Et je signale d'ailleurs qu'il existe en France plusieurs associations de pilotes aveugles, et notamment une qui est très connue en France, qui s'appelle les mirovolants, donc en plus ils ont de l'humour, et qui permettent à des aveugles de piloter, d'arriver à faire toutes les manœuvres de l'avion en étant seul à bord de l'avion, avec simplement un guide à côté qui donne les éléments que ne permet pas de capter l'absence de vue, quoi. Alors quand tu en marche, là je me colle à fond, Non, pas à fond, tu mets à mi-course. À mi-course, tu vas couper celle-là, à fond celle-là, tu la mets en haut. En général, en haut, c'est bon. Hein. D'accord, moyen à ton université en marche. Donc après, j'ai repris des études, et là ça a été des années quand même assez difficiles parce que faire une thèse, d'abord un DEA puis une thèse de doctorat, donc c'était pas que être étudiant, écouter des cours dans un amphi, c'était aussi se rendre à des colloques, c'était participer à des recherches. Je suis notamment allé à Stockholm en Suède avec un autre monsieur aveugle pour participer à une recherche européenne pendant 4 jours comme ça, prendre l'avion tout seul, enfin en même temps c'était des chouettes expériences. Au bout d'un an d'études doctorales, donc j'ai eu la charge de cours, donc j'ai été chargé de cours, enseignant vacataire. Donc j'ai exercé pendant 12 ans comme enseignant vacataire à l'université, où je donnais des cours portant essentiellement sur la déficience visuelle ou sur des thématiques s'y rapprochant, les outils, les adaptations de poste. Et donc je donnais des cours dans le cadre de la fac de psycho, de la fac d'ergonomie cognitive, de sciences du langage. J'ai même donné des cours à la fac de médecine à Lyon 1. Donc c'était extrêmement riche, mais voilà, en même temps c'est pareil, à la fin de l'année, il fallait corriger les copies. Et là, je peux vous garantir que quand je récupérais une bonne centaine de copies écrites à la main, eh bien là encore, j'ai eu la chance d'avoir une épouse adorable qui m'en lisait une partie en enregistrant sur des cassettes. Et pendant mes études, j'avais regroupé tout un tas de lecteurs bénévoles par annonce, par des petites annonces. Et donc, mon épouse courait à droite et à gauche, distribuer les copies. Et moi, j'écoutais les cassettes enregistrées pendant que d'autres cassettes étaient en cours d'enregistrement, quoi. C'était des 12, 14, 15 heures d'écoute de copies par jour pour pouvoir rendre les notes à temps, quoi. Chose qui a été très très notable pendant mes années de thèse, donc qui se sont étalées de 1993 à 2005, l'arrivée d'Internet, quoi. Et là, Internet, pour moi comme pour beaucoup d'autres aveugles, ça a totalement révolutionné ma vie.
C'est-à-dire que du jour au lendemain, moi qui ne pouvais pas accéder tout seul à de la documentation, j'étais obligé d'appeler quelqu'un pour vérifier simplement l'orthographe d'un nom propre. Là, du jour au lendemain, je pouvais le faire tout seul. Autre chose fabuleuse aussi, c'est les mails. C'est-à-dire que grâce à Internet et grâce aux mails, je pouvais communiquer avec des gens qui ne savaient pas la plupart du temps que j'étais aveugle, mais avec qui j'utilisais le même vecteur d'information, le même vecteur de communication, à savoir le mail, quoi. Et donc c'est vrai que là, ça a changé beaucoup de choses dans mon parcours d'enseignant, d'étudiant, quoi. Ceci étant, ces années-là se sont accompagnées par des choses qui étaient quand même très difficiles. Je travaillais donc comme enseignant vacataire, je travaillais sur des recherches, je participais à des colloques, j'ai travaillé à la mission handicap de l'Université Lyon 2, c'est-à-dire que je faisais partie des gens qui étaient chargés de s'occuper, d'accompagner les étudiants handicapés de l'université. Au départ, je l'ai fait bénévolement. Après, quand ils se sont rendus compte que j'avais bac plus 22, ils se sont dit on va quand même te donner un petit pécule. Donc je touchais à l'époque 2000 francs par mois, après 300 €. Enfin, vous voyez, donc, pour faire un vrai travail d'accompagnement de psychologue et d'encadrement d'étudiants handicapés. Avec tout ça, je suis devenu administrateur aussi de la FIDEV, l'association dont je parlais tout à l'heure. Et l'un dans l'autre, j'étais arrivé à faire des semaines de 100 heures, quoi. Et là, ça nous a usé, et mon épouse et moi, au point que mon épouse en a fait une très très grave dépression. Ce qui compliquait les choses encore, c'est que pendant ces années de thèse, sont nés mes 2 fils. Et donc, tout en assumant des cours, mon épouse qui devait courir à porter les copies, à corriger à droite, à gauche, etc., elle le faisait des fois avec un bébé sur un bras, quoi. Donc, il a fallu assumer ce rôle de parent tout en faisant face à ces heures de travail démentielles donc, de l'université. Voilà, on arrive à la fin de l'entretien avec Thierry Bergère. On va le retrouver une dernière fois. Et si vous avez remarqué, d'université, de remplacement, il en a parlé. Mais d'un vrai boulot, salarié, pas encore. On y vient. Vous écoutez l'Imaginoire, à l'écoute des familles, retour à l'entretien. Et puis, plus j'avançais dans mes études, moins j'ai eu envie de devenir enseignant-chercheur à l'université parce que je me rendais compte finalement que c'était une vie de fou, que c'était des colloques le week-end, c'était des réunions de laboratoire à 20h le soir, c'était des articles qu'il fallait rédiger quand je demandais c'est pour quand, on me répondait c'est pour hier. Donc toujours travailler dans l'urgence, etc. Et travailler dans l'urgence, travailler d'une manière aussi intense, devoir toujours lire, énormément lire, c'était antinomique, c'était pas vraiment compatible. Mais c'était pas compatible avec mon statut d'aveugle, quoi. Alors que ma thèse est quasiment rédigée, j'ai décidé de ne pas la soutenir. On me prend pour un fou quand je dis ça, mais c'est un acte volontaire, c'est l'image que j'ai, c'est voilà, à un moment dans ma vie, j'en pouvais plus de l'université, ça faisait 25 ans d'université, j'ai appuyé sur Escape. Et j'ai été aidé en cela par le fait qu'à ce moment-là, j'ai eu la seule vraie opportunité de travail. Une camarade de laboratoire, donc, qui travaillait avec moi à l'université, qui m'a dit « Thierry, téléphone-moi, il faut que je t'informe de quelque chose. » Et ce quelque chose, c'est le poste de psychologue que j'occupe toujours aujourd'hui, pour quelques mois encore, et qui se trouve dans un service médico-social et qui lui-même est au sein de la cité scolaire René Pellet, donc qui était au départ l'ERADV, l'établissement régional d'enseignement adapté pour déficients visuels. J'ai postulé pour ce poste, c'était un quart de temps. Ça tombait bien parce que je voulais faire le choix, eu égard à cette expérience douloureuse qu'on avait eue d'années universitaires très dures, etc. J'ai fait le choix, assumé, de vouloir travailler à temps partiel pour être plus présent avec mes enfants, plus présent avec mon épouse.
avoir du temps libre, ne pas être dans l'urgence, ne pas être dans la submersion de devoir travailler des heures et des heures pour pouvoir arriver au même niveau, produire le même résultat que mes collègues voyants, et de compléter mes revenus par les allocations pour handicapés. C'est une chance qu'on a en France de pouvoir le faire. Alors certes, c'est pas avec ça qu'on s'achète une maison place Bellecour à Lyon, hein, mais voilà, ça m'a permis de vivre correctement et de faire tout ce parcours universitaire que je n'aurais pas pu faire s'il n'y avait pas eu cette relative sérénité financière offerte par les allocations pour personnes handicapées. Depuis 2003, j'occupe ce poste de psychologue et je vais partir à la retraite bientôt, là, donc en 2023. Voilà, c'en est fini de l'entretien avec Thierry. Mais rassurez-vous, on le retrouvera dans une prochaine émission. Pour l'heure, il est temps de laisser la place à Valérie pour une nouvelle chronique de La Peau. Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio. On découvre leur engouement pour l'audio. Amis auditeurs, c'est l'heure et le bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans La Peau ? 2 amours et 2 podcasts, une fiction et un documentaire sur les amours pluriels. 2 podcasts, une auteure, une autrice qui prend de la hauteur. Il s'agit de Leslie Menahem. Leslie Menahem est donc auteure, tresse et metteur en scène. Elle écrit pour le théâtre, mais aussi pour la radio, et entre autres, collabore régulièrement avec Fabrice Drouel pour son émission Affaires sensibles, à écouter à 15h sur France Inter ou à réécouter en podcast sur le site de l'émission. Leslie Menahem est lauréate de plusieurs bourses et prix d'écriture et a été couronnée pour un de ses documentaires « Il était un père », produit par Arte Radio. On y revient dans quelques instants, mais commençons par le commencement. C'est d'abord à la faveur d'un numéro d'Affaires sensibles sur le polyamour, petite parenthèse, le polyamour étant non pas un amour courtois mais pluriel. Ce numéro donc petit traité d'une génération polyamoureuse créée en octobre 2019 que Leslie Menahem fait le détour par la fiction pour parler de l'histoire d'amour iconoclaste de ses parents. Dans cette fiction, elle parle de ce trio amoureux du point de vue de sa mère, Louisa Christina dans la fiction, une jeune femme allemande qui vient étudier en France et y rencontre les 2 hommes de sa vie, Paul et Tony. Louisa serait en somme une sorte de Catherine du film de Truffaut, Jules et Jim. J'ai 2 amours et entre les 2, mon cœur balance. Fort heureusement, ça finit beaucoup moins mal que Jules et Jim. Ça finit même plutôt bien, par un bébé, une fille. Et cette fille, devenue femme, c'est Leslie Menahem, qui, forte de son expérience à Affaires sensibles, décide de raconter son histoire à travers le documentaire « Il était un père ». Elle y parle en son nom propre et y raconte comment, à 35 ans, elle découvre les amours entremêlés de sa mère et apprend que son père n'est pas son père biologique et que c'est celui qu'elle avait toujours appelé parrain qui l'était. Leslie, la narratrice, mène l'enquête et nous entraîne avec elle, son humour et sa sensibilité dans la quête de ses origines. Palpitant, émouvant. Le documentaire est produit par Arte Radio, où vous pouvez le réécouter sur le site. Je vous invite également à consulter le site de Leslie Menahem, où vous trouverez d'autres créations, d'autres fictions pour Affaires sensibles, mais aussi d'autres créations originales. La Peau, c'est fini pour aujourd'hui, et à bientôt pour un nouvel épisode. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Thierry, Bernadette et Valérie. L'Imaginoire est une émission co-construite avec des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous voulez rejoindre l'équipe, eh bien c'est gratuit et ouvert à toutes et tous. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org, en vous rendant sur notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire, ou en parlant à votre radio qui nous passera le message. Vous pouvez retrouver tous les épisodes en passant par toutes les grandes plateformes de podcast, ou via notre Facebook, notre YouTube ou notre Instagram.
Cherchez-nous à l'Imaginoir, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R, ou l'Imaginoir Radio. Cette émission est produite par l'association Résonance et reçoit le soutien de la CAF Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.